on va parler au mois de... en fin Adar. Fin Adar, Nissan, on ne parle que de Pessah. Aussi bien dans les maisons, où on fait les nettoyages, aussi bien dans les usines, où on prépare les produits qui restent, et donc dans les shiurim aussi, il y a écrit dans le Shulchan Aruch que 30 jours avant la fête, on doit étudier les lois de la fête. Donc, et ça ne parle pas seulement, ça ne parle seulement des hommes, ça parle des femmes aussi, puisque les fêtes, c'est pas seulement les hommes qui doivent apprendre les halakhot, c'est les femmes aussi. Donc on va parler de Pessah. Alors, dans le Shulchan Aruch, Pessah, c'est un très gros morceau. Alors il y a deux sortes de choses dans Pessah. Il y a les halakhot concernant le chametz, comment évacuer le chametz, et les halakhot concernant la fête elle-même. C'est la fête la plus compliquée de l'année, mais la plus belle. Donc, on commence par les Sourmera, donc éloigne-toi du mal, et après Azetov. Alors, à partir du moment où vous achetez par exemple un kéli, maintenant, un kéli, un frigidaire, un verre, une fourchette, n'importe quoi, vous avez le droit, puisque vous avez la tête dans Pessah, de le garder, de l'utiliser maintenant, à partir du moment où vous faites attention qu'il ne va pas devenir chametz. Pourquoi on cachérise ou on enlève les affaires de l'année à cause de Pessah? Parce que dans l'année, on ne pense pas à Pessah. On pense à les viandes, mais pas à Pessah. Alors, mais quand on pense à Pessah, par exemple, si vous achetez un verre de kidouche, maintenant, ou alors des assiettes ou des fourchettes, bon, et vous vérifiez bien que vous ne vous en servez jamais dans le chametz. D'accord? Vous coupez des légumes, vous coupez même de la viande, du poisson, etc. Et vous faites toujours attention qu'il n'y ait pas de chametz, ni avec, ni à côté. Eh bien, ça c'est cachant le Pessah. Puisque vous n'avez pas le doute de dire « Oh là là, mais est-ce que je m'en suis servi dans l'année ?» Mais là, c'est plus l'année, c'est juste avant Pessah. D'accord? Donc si par exemple on vous fait cadeau d'un verre de kidouche, ne dites pas je le garde pour Pessah. Vous pouvez le garder maintenant, et dès que vous avez fini kidouche, vous l'enlevez, de peur qu'il traîne avec les chalotes. Un frigidaire, quelqu'un il doit acheter un frigidaire parce que son frigidaire a sauté. Bon, il ne va pas attendre la veille du seder pour s'en servir. Il ne va pas acheter un deuxième frigidaire pour Pessah. Donc il peut utiliser ce frigidaire en faisant très attention, de mettre des papiers, de mettre de l'aluminium, pour être sûr que il va rester cachère pour la semaine de Pessah. D'accord? Une voiture aussi, si vous avez nettoyé une voiture. Des fois les voitures sont pleines de n'importe quoi, de gâteaux, de choses qu'on mange comme ça sur la route. Bon, alors vous avez nettoyé maintenant. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer la veille de Pessah quand il va y avoir 300 personnes qui font la queue au garage. Vous nettoyez maintenant, et depuis maintenant, vous faites attention. Pareil à la maison. Si vous voulez nettoyer une pièce, même loin de Pessah, à partir du moment où vous faites attention qu'on ne rentre pas avec du chametz, ou même si on rentre, on fait attention à ce qu'il ne s'éparpille pas. Alors c'est caché le Pessah, il n'y a pas besoin de recommencer dans la veille et la semaine de Pessah. Vous avez compris? Parce qu'on a le réflexe, après Purim, on a le réflexe Pessah. Et comme vous avez des Mishloch Manot en général, quand vous avez les Mishloch Manot de Purim, vous avez une tremblote de vous en débarrasser avant Pessah. À moins que ce soit des gens intelligents qui vous ont offert des boîtes de conserve ou des bouteilles de vin qui peuvent rester avant, après,
pendant Pessah. Mais s'il y a des gens qui vous ont acheté des gâteaux et des choses qui s'éparpillent, alors évidemment, vous êtes traumatisé de Pourim sur Pessah. D'accord ? En général, ça termine aux oiseaux, puisqu'il y a trop de sucreries, trop de farine, donc il y a les oiseaux qui font Pourim avant Pessah. Voilà, donc, donc ça facilite la vie de savoir que si vous avez comment on appelle ça, une pièce ou un meuble ou une assiette, n'importe quoi qui est sous contrôle, il n'y a pas besoin de revérifier ou de cachériser. Maintenant, toute la question se pose quand on a des petits-enfants dans la maison. La Mishnah, elle parle des souris. Des souris. Pas des rats. Elle parle des souris qui se promènent qui volent du chametz, qui vont d'une pièce à l'autre, etc. Aujourd'hui, où, Baruch Hashem, il n'y a pas de souris dans les maisons, qui sont les souris de nos jours? Ce sont surtout les enfants. Les petits-enfants. Les petits-enfants, quand ils ne sont pas encore à l'âge de l'éducation, vous ne pouvez pas leur faire confiance, bien évidemment. Ils ne comprennent même pas de quoi vous parlez. Donc si vous dites aux petits-enfants, tu ne manges que dans la mirpesset ou dans le couloir, ils ne vous écoutent pas, ils ne comprennent pas ce que vous voulez chez eux. D'accord? Parce que pour eux, c'est pas un aliment interdit, c'est un truc qui est cachère toute l'année, donc ils ne voient pas pourquoi. Puis Tom, vous allez leur dire ne rentre pas avec. Donc ça, c'est un problème s'il y a des gens qui viennent chez vous avec des enfants, famille ou pas famille, il faut être sûr qu'ils ne vous rendent pas une pièce rendre Hametz alors que vous l'avez cachérisé pour Pessah. Pourquoi tout ça? Parce que quand va arriver la veille du Pessah, le 14, cette année c'est vendredi, alors il y a 3 sortes de Hametz. Dans la matinée du 14, il y a 3 sortes de Hametz. Vous avez le Hametz que vous allez manger jusqu'à la 4e heure. Vous voulez manger encore un peu de Hametz avant le soir. Donc vous avez du Hametz qui est donc celui que vous allez manger. Vous avez un Hametz que vous allez brûler. Et vous avez un Hametz que vous allez vendre. D'accord ? Parce qu'il est recommandé de vendre même si on croit qu'on n'a plus de Hametz. On ne sait jamais, d'accord ? De plus, il y a un problème. En vérité, c'est un problème dû à l'abondance. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire et les gens étaient pauvres. Ils vivaient au jour le jour. Ils achetaient le lait au jour le jour, le pain au jour le jour. Et une fois que c'était fini, ils attendaient le lendemain. Mais aujourd'hui, il y a une telle abondance que des gens achètent des whisky, des vodka, des bières, des choses qui sont vraiment chametz. Et on ne peut plus faire comme avant. Les gens d'avant, ils disaient « Non, moi je ne vends pas, je me débarrasse de tout ». Aujourd'hui, 99% des gens ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils ont toujours des pâtes qui restent, des conserves chametz qui restent, ou des boissons chametz, ils ne peuvent pas du tout s'en débarrasser. Or, on rappelle que dans le Shulchan Aruch, il y a une notion qui s'appelle Efsed Meroubé, une grande perte. Une grande perte. Alors vous croyez qu'une grande perte, c'est une tonne de bière. Une grande perte, c'est une canette de bière. Il suffit de 33 centilitres pour que ça s'appelle une perte, une grande perte. Ce qu'on appelle une petite perte, c'est un fond. Un fond de vin, un fond de gâteau, un fond. Mais tout ce qui peut constituer de quoi faire un repas avec, pour une personne, ça s'appelle une grande perte. La Torah n'aime pas gaspiller l'argent des gens. Pourquoi ? Parce que dans l'argent, dans
Dans ce qu'on a, il y a des étincelles de sainteté, donc si elles sont venues sur terre jusqu'à vous, c'est pour les utiliser. Donc si vous les jetez à la poubelle, vous les brûlez, elles vont chercher un autre Gilgoul pour revenir. D'accord ? Comme sur les mezuzot d'ailleurs, mezuzot, filin, Sefer Torah, pareil. Si c'est caché, on n'a pas le droit de dire non, j'en veux d'autres. C'est pas bien d'enterrer des filin, mezuzot ou Sefer Torah qui sont encore valables, pour faire mieux, soi-disant. On dit non. Donc c'est valable, tu ne dois pas t'en séparer. Donc la même chose, vous avez des tas de choses qui vous restent, qui ne s'abîment pas. Vous avez des pâtes, vous avez du couscous, vous avez des raviolis, vous avez des boissons. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez les jeter. Moi, quand je vois ça le matin du Seder, j'ai mon cœur qui... Il y avait des gens qui viennent, ils jettent comme ça des bouteilles de whisky, ils jettent des pâtes dans le feu, c'est du bal tachrit, c'est du gaspillage total. Alors qu'il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont... Alors, tout ça parce qu'ils ne veulent pas utiliser la vente. Donc maintenant, on sait de plus en plus que la vente est indispensable. Même si vous êtes sûr que vous n'avez rien, vendez quand même dans le cas où vous allez vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était ramet si vous ne le saviez pas. Il y a des tas de gens qui croient que la vodka, par exemple, c'est à base de pommes de terre. Ouais, c'est vrai. Il y a des vodkas de pommes de terre dégoûtantes qui font cacher le Pessah. Mais la vodka, quelle qu'elle soit, en général, elle est faite à base de céréales. Comme le whisky et comme la bière. Donc les gens, ils ne savent pas, ils disent « Ah non, moi, j'ai pas de ramet chez moi, j'ai rien !» Et puis vous lui dites « Ben voilà, il y a une bouteille de vodka dans le placard. » Ah, mais la vodka, c'est comme la lisette, c'est comme la boucha, c'est comme le kirsch. Mais non, monsieur, la vodka, c'est à base de céréales. Donc, tout le monde, il faut encourager tout le monde, même les gens qui n'ont pas confiance dans la vente, à vendre, comme on dit à Marseille, un caqueux. Un caqueux, petit couvert, tu as vendu ton chametz. Donc la veille de Pessah, vous avez trois chametz le matin. Celui que vous allez manger, celui que vous allez brûler, celui que vous allez vendre. Donc, pour Aleph, il ne faut surtout pas mélanger tout ça. Il faut une place à chaque chose. Il faut dire ça, je le termine avant l'heure de la 4e heure. Ça, je le mets dans un sac parce que je vais le brûler. Et ça, je le mets dans un placard fermé parce que je vais le vendre. D'accord? Ça, c'est clair. Maintenant, vous avez donc... Le temps est passé. L'après-midi arrive ou le Pessah arrive. Et puis en poussant votre fauteuil, en poussant une armoire, une chaise, n'importe quoi, pendant Pessah, vous voyez que, sûrement de Pourim, il reste une bouteille de bière, une canette de bière que vous n'aviez pas vue, ou un gâteau fermé que vous n'avez pas vu. Alors, il y a des gens qui disent « Oh ben, c'est pas grave, puisque j'ai vendu mon chametz, je vais le mettre avec mon chametz vendu. » En disant « Ça ne marche pas. Tu ne peux vendre le chametz que tu annules. » Si on parle d'un chametz que tu ne vois pas, les grains, les morceaux de pain, tous les trucs que tu ne vois pas et ou que tu n'arrives pas à déterminer, mais un chametz valable, mangeable, tu n'as pas pensé à le vendre, la preuve, tu ne l'as pas mis dans le placard. Donc, le fait qu'il soit dans ta maison, il fait partie d'aucun des trois chametz. C'est pas celui que tu voulais manger, c'est pas celui que tu voulais brûler, c'est pas celui que tu voulais vendre. Donc ça s'appelle un chametz à toi. D'accord? Parce que quand on dit tout chametz qui est dans ma possession, qu'il soit considéré comme le
la poussière de la terre, on dit ça dans le texte de la vérification, mais en fait, on parle d'un chametz qui est effectivement dans ta tête, qui est jetable, qui est dégoûtant. Tu n'as aucune attention sur lui, quoi. Prendre un paquet de biscuits ouverts déjà, des gâteaux déjà ouverts, poussiéreux. Oui, là, on sait très bien que ce chametz-là, c'est évident que il est considéré comme annulé. Et donc, dès que tu le vois, c'est pas grave. Il y a des cafards qui vont traîner autour, donc c'est pas shoot que tu vas pas manger ça. Donc, c'est sûr que tu l'as annulé dans ton cœur. Mais celui-là, là, cette canette de bière bien fermée, ou cette bouteille de whisky bien fermée, ou ce gâteau bien fermé, peut-être tu vas dire, oh là là, la preuve, tu voulais le considérer comme un des chametz que tu as vendu. Donc tu vois bien que tu ne l'annules pas. Il n'est pas annulé celui-là. Donc tu es mal. Tu es mal. Parce qu'à cet instant-là, tu t'appelles possédé du chametz. Et donc, dès que tu te rends compte de ça, tu dois le détruire. Tu ne dois pas attendre en disant, bon, quand je descendrai à la poubelle, dans 1 heure, 2 heures, je m'en occuperai et je le jetterai. Ah non, ça ne marche pas. Tu dois le détruire tout de suite. Parce on a crainte, on a une grande crainte que tu changes d'avis en disant, oh, c'est dommage quand même de se débarrasser de ça pendant Pessah. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, je l'ai vendu. Eh non, tu ne l'as pas vendu. On ne vend pas quelque chose qu'on ignore. On est obligé quand on vend ou qu'on achète, on sait ce qu'on a. D'accord? Donc la preuve, c'est que le Chachamim t'oblige à mettre ça dans un endroit bien déterminé. D'accord? Pour éviter que tu t'en serves. Donc tu l'as vendu, mais celui-là tu l'as pas vendu. Et donc il faut prévenir les gens autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui croient que puisque j'ai l'acte de vente, tout chametz que je trouve pendant la fête, il est vendu. Pas du tout. Il est perdu. Il est entièrement perdu. Parce que tu ne peux pas, quand tu annules ton chametz, oui, tu dis tout chametz que j'ignore, il est perdu, il est disparu. Mais ça, c'est sur la destruction. Ça, c'est sur la psychiatre chametz. Mais sur la vente, les Chachamim, ils t'ont pas fait cette facilité. Ils te disent, tu dois savoir tout ce que tu as. Si par exemple tu as laissé des bouteilles chez un ami, ça arrive. Toi tu t'en rappelles pas du tout que tu as ces bouteilles. Ça s'appelle les vendre? Pas sûr. Pas sûr du tout parce que sinon tu aurais dit à ton ami, allô, est-ce que tu peux être gentil de me mettre ça sur ton acte de vente? Ou alors, t'inquiète pas, je l'ai mis sur mon acte de vente, on met-le dans un placard et je vends et je mets ton adresse. Mais tu l'as pas fait. Donc on voit bien que il y a dans la vie, il y a des choses qui ont un statut différent. Donc, le statut de dire c'est plus à moi, il est différent du statut de dire c'est plus à moi mais c'est au goy. Donc, rappelez-vous de ça, si vous trouvez ça arrive. Sauf, comme on l'a dit, sauf c'est du chametz dégoûtant. Bon, alors là, c'est pas shoot. Vous le couvrez si c'est le soir du seder. On peut pas brûler, on peut rien faire dans la journée de Pessah. Surtout que cette année, c'est Shabbat. Donc, vous le couvrez, vous le mettez de côté, et après le Yom Tov, vous le détruisez. Mais ça, c'est sur un chametz dégoûtant. Comme je vous ai raconté une fois, j'avais des invités chez moi, et puis, je ne sais pas pourquoi, il y avait un camion d'enfants, vous savez? Camion d'enfants, et on l'avait pas vérifié où la personne est venue avec.
peu importe. Donc le soir du Seder, alors les gens vont se laver les mains pour le carpas, et ils viennent, la cuisine, ils tournent. Et puis, pitom, on voit en plein du Hametz. Waouh! On s'est dit, d'où ça peut bien venir, ce Hametz? Tout simplement, c'était dans le camion. Dans le camion, il y avait une espèce de benne pour imiter le béton, etc. Et puis hop, il y avait du Hametz dedans, et le gosse en tirant, il a renversé ce... Alors un Hametz comme ça, c'est évident qu'il est dégoûtant, qu'il a traîné dans les jouets, dans la poussière, etc. Donc on a très bien compris que la chale est facile. Tu le pousses, tu mets un poubelle dessus ou un mouchoir à papier, le lendemain soir, tu le brûles. Ok. Mais là, la question, elle est sur un Hametz qui n'est pas dégoûtant. Et sur lequel tu as le réflexe de dire « Chaval, c'est dommage. Je ne vais quand même pas me débarrasser d'une canette de bière alors qu'après Pessah, ce sera permis. » Et bien, on te dit oui, parce que ce Hametz-là, il est, à l'instant même où tu le découvres, tu aurais un regret de le détruire, tu aurais voulu le vendre. Mais on te dit c'est trop tard. Vous avez compris? Donc il faut mettre l'accent sur les détails qu'il faut. Maintenant, autre détail, quand vous vendez votre Hametz, alors vous mettez votre adresse, d'accord? Et vous n'êtes pas obligé de condamner l'endroit dans lequel vous le mettez. Vous dites, vous savez que vous avez mis le Hametz dans la chambre à coucher, par exemple. Voilà, vous avez mis pas sous un lit, parce qu'après on ne peut plus s'en servir, parce on a dormi dessus. Vous avez mis dans une chambre à coucher, dans un endroit bien clair. Il y a des gens qui croient que si j'écris où il est, l'endroit lui-même, il est interdit. C'est pas vrai. Il n'y a nulle part besoin de condamner l'endroit où vous le mettez. Et donc, conclusion, vous avez mis ça dans une armoire. Tout le Hametz vendu, vous l'avez mis dans une armoire. Et vous avez écrit « vendu » pour éviter par réflexe, d'ouvrir ça pendant Pessah. Mais maintenant, une fois que vous avez réfléchi, vous dites « ah, mais j'ai là-bas une boîte de sardines qui est cachée dans le Pessah, je l'ai oubliée dans le vendu. » Alors, elle est bien séparée, elle n'a rien à voir. Vous dites « mais je peux pas, parce que c'est le placard du vendu. » On lui dit « non. C'est le placard du vendu, c'est l'endroit pour que le goy sache, s'il vient, s'il vous plaît, où est le Hametz. Mais tu n'as pas vendu le placard, tu as vendu le Hametz, tu n'as pas vendu le placard. Donc s'il n'y a aucun problème de contact et que les gâteaux ne vont pas vous tomber sur la tête, si vous savez que vous avez à l'intérieur du vendu des choses qui sont pas Hametz, et que vous n'avez pas vendu du tout, eh ben vous pouvez les sortir pendant la fête. Et si on voit le Hametz, mais c'est pas le vôtre, celui de l'arabe, puisque vous l'avez vendu. Dans la Mishnah, on te dit, le Hametz du Goy, ou le Hametz de Dieu, le Hametz qu'on devait consacrer au Beth Amikdash, par exemple, ni ça, c'est un problème, c'est pas à vous. Il peut être chez vous, il n'y a aucun problème. Vous avez un exemple très bête. Vous faites des travaux chez vous. Et puis, à cause du temps, les Arabes, ou les Thaïlandais, ou les Chinois, ils n'ont pas fini le travail. Et ils viennent à la boîte. Dans votre cour, ou dans votre mirpesset, dans votre salle de bain, ils viennent à la boîte, etc. Et puis, ils ne veulent pas descendre pour manger, ils veulent manger sur place. Alors, pour une raison ou pour une autre, ils ont du Hametz avec eux. Vous ne pouvez pas lui dire ah, ne rentrez pas ça chez moi, c'est pas à vous. S'il n'en met pas partout, il le mange dans son coin à côté du ciment et des saletés de la salle de bain ou sur le toit, je ne sais pas où il est, vous n'avez aucun problème. Ou s'il vient avec une bière,
ne faut pas lui dire, ah non, 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 rentre pas avec ça, hein, si c'est Khametz. S'il fait attention, et que vous, surtout vous surveillez, qu'ils ne prennent pas un verre de la cuisine pour boire sa bière. Ben, vous êtes là, vous pouvez pas besoin de lui dire, puisque c'est pas votre Khametz, c'est le sien. D'accord? Donc la même chose. Vous ouvrez le placard, vous voyez des choses, mais c'est pas vous. D'accord? Il arrive quelquefois, par exemple, que vous avez dans le congélateur ou dans le frigidaire des choses que vous avez vendues parce qu'elles ne se conservent pas si vous les laissez dehors. Donc vous les vendez dans le frigidaire et dans le congélateur. Et vous mettez vendu. Alors quoi? Vous n'allez pas ouvrir le frigidaire? Vous pouvez ouvrir le frigidaire. Mais vous avez bien fait attention d'écrire Khametz, vendu. Donc il n'y a pas de risque. Vous allez prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, vous allez le laisser. Vous avez des fois je sais moi, du riz, des choses que vous ne voulez pas mettre dans un endroit, il va y avoir des vers, il va y avoir des bêtes pendant 7 jours. Alors vous dites, bon, je les laisse au congélo, des schnitzel avec du pain. Vous n'allez pas les jeter, vous ne voulez pas les laisser dehors, donc vous les vendez, vous les laissez au congélateur. Ça ne vous empêche pas d'ouvrir le congélateur, dans le tiroir d'en dessous, il y a ce qui est caché à le Pessah. Vous avez compris? Donc vous ne vendez pas l'endroit, vous ne vendez que la chose elle-même. Ben oui. Mais à condition, bien évidemment, de bien situer ce que vous faites. D'accord? Moi, un jour, j'avais des invités, ils étaient dormir dans une chambre, et puis ils ont vu une caisse Ah, mais vous me faites dormir avec du Khametz. Ah, j'ai dit non, mais vous ne le mangez pas, hein, c'est pas à vous. Hein. Il y a une couverture dessus, vous risquez rien. Hein. Ils avaient peur, ils croyaient que c'était l'endroit est devenu diabolique. Vous avez compris? Donc tout ce qu'on fait, c'est uniquement pour valider que la vente soit valable. Que les gens, qu'on ne dise pas ah, c'est n'importe quoi cette vente. Ils donnent aucun endroit, fausse adresse, c'est quoi ça? Il donne une vraie adresse, et il sait exactement où c'est. Et à la Rabbanout, l'arabe qui tous les ans rachète le Khametz, il a les papiers avec les clés, il a les clés du bureau où tout est entreposé, à tout moment il peut venir, des fois il a fait, téléphoner aux gens, allô, je suis Mohamed, est-ce que je peux venir chercher le Khametz? Et tu ne peux pas lui dire, ah non, non, venez la semaine prochaine. Tu es obligé de lui dire, ah ben oui monsieur, quand vous voulez. Sinon, tu démontres que c'était du bluff. Il y a des milliers de feuilles du monde entier et il a les clés. Et il fait des sondages, il peut faire ce qu'il veut. Donc vous ne pouvez pas lui dire, viens, mais je ne sais pas où c'est. Hein. Après ça. Tu viens et tu dois me dire où c'est. C'est comme ça que ça doit être. Donc c'est pas pour vous le rendre interdit, c'est pour vous situer vous-même où vous l'avez mis. Que vous sachiez où ça se trouve. D'accord? Voilà. Ça, c'est les bases du travail d'avant Pessah. Maintenant, on va parler de la paracha, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant dans les parachiotes qu'on va lire cette semaine, on va finir le livre de Shemot. Ça y est. Alors, dans la fin de ce livre de Shemot, on a vu donc 2 parachiotes. Trouma, qui parlait de la construction du tabernacle, du Mishkan. Tetzavé, qui parlait des habits des Kohanim. Et maintenant, Pitom, on redit exactement tout ce qu'on a vu dans Trouma et Tetzavé, mot à mot, on le répète dans Vayakel Pekoudé. On sait très bien que la Torah, elle économise des mots et des virgules et des points. Et puis, Tom, là, elle te bourre la tête en te répétant et encore les mêmes versets 2 fois. Donc c'est énorme. Et c'est incompréhensible. Maintenant, quand vous regardez qu'il y a des différences. Il y a une différence fondamentale qui n'est pas dans les autres du départ, et une différence fondamentale
il est écrit Vayavohu Koli Shacher Nesa Olibo. Ils sont venus, tout homme qui a eu envie d'offrir, Vechol Asher Nadva Libo, et tout ce qu'il avait le cœur à offrir, Eviou et Trumat Hashem, ils ont amené l'offrande à Dieu, Limlechet Oel Moed, pour le travail de la construction, et tous les ouvrages, et tous les habits, etc. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayavohu Anashim Alanashim. Les hommes sont venus avec les femmes. Toute personne de bon cœur ont emmené les bijoux, etc., etc. Ah ah! Pitom, les femmes apparaissent, alors qu'elles n'étaient pas dans les parachutes d'avant. Alors on s'interroge. Et là, et en plus, mieux que ça, on vous dit que on vous détaille une chose qu'on ne vous avait pas dit avant, que quand les Kohanim commençaient le service, ils se lavaient les mains et les pieds dans une bassine en cuivre, avec des robinets, tout un système. Et ben, donc on vous a donné cette mitzvah, ok. On vous a dit dans la paracha, il faudra faire ça aussi à l'entrée pour que les Kohanim se lavent les pieds et les mains. Très bien. Là, on vous dit pareil, mais on vous dit que c'était fait avec les miroirs des femmes qui utilisaient ça en Égypte. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de verre. Le verre n'existait pas encore. Donc c'était des miroirs en cuivre. Donc c'était très lisse, et donc on pouvait se voir dedans. C'était tellement poli, bien poli, que ça servait de miroir. Et avec ça, mon cher Rabbeinu, il a fait le bassin où on se lavait les mains et les pieds. Sans quoi le service n'est pas valable, si on n'a pas lavé les mains et les pieds. Donc on va encore une fois un cadeau des femmes. Et au départ, que les hommes et les femmes sont venus tous ensemble. Bonne question, pourquoi on ne l'a pas dit avant? Alors en fait, il faut savoir que les 4 parachiotes, c'est 2 et 2. Les premières, c'est quand mon cher Rabbeinu a reçu l'ordre. Il y a une théorie qui dit qu'il a reçu l'ordre au Sinaï. Avant de descendre et de casser des tables, etc., etc., dans les différentes mitzvot qu'il a reçues, il a reçu l'ordre de faire le Mishkan. Ça, c'est dans Troumat Tetzavé. Il y a une autre chita, celle du Zohar, qui dit non, c'est après le veau d'or qu'il a reçu l'ordre. Donc, ou vous dites qu'il a reçu au moment du Matan Torah, ou vous dites qu'il a reçu après le pardon de Yom Kippour, quelques mois après. Toujours est-il que c'est avant de construire. Maintenant, quand est-ce qu'il commence à construire? Il y a quel Pécoudé? Ça veut dire maintenant, la théorie est terminée, on t'a donné la théorie, maintenant on te parle de Tachles. Quand ils vont commencer à construire, donc après Yom Kippour, et ils vont finir Rosh Chodesh Nissan, le Mishkan complet, confectionné avec les tentures, avec les femmes qui ont tissé sur les chèvres. On raconte dans Vayakel Pécoudé le travail concret, pas les ordres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier, c'est les ordres, c'est l'architecture. On te dit voilà les plans, comment ça doit être. Là, on te dit ça y est, ça commence, on travaille maintenant. Et qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? C'est que les Bnei Israël, quand on leur a donné l'ordre
après donc le veau d'or, etc., ils ont compris que le Mishkan, c'est la volonté de Dieu, et en même temps, la volonté de Dieu de résider dans ce monde-là, et en même temps, c'était la réparation du veau d'or. Deux intérêts au Mishkan. En même temps, tu réalises que Dieu y veut, vivre dans ce monde, être vu dans ce monde-là, et en même temps réparer l'énormité de la faute du veau d'or. Et donc, comment tu répares et comment tu construis la volonté de Dieu? Par un travail concret dans ce monde-là. Comme le rabbi dit tout le temps, un maaseh ou haïkar. L'action, c'est l'essentiel. Et dans ce truc-là, dans ce projet de dire l'action c'est l'essentiel, qui est-ce qui intervient? Les femmes. Qui n'étaient pas avant. Avant, il n'y a pas besoin de parler de femmes. Parce qu'avant, on n'a pas parlé de qui doit amener. On a dit, il faut amener. Théorique. Pitom, quand on dit, yallah, emmenez vos cadeaux, on va commencer à faire le Mishkan. Tout le monde se précipite pour concrètement faire le Mishkan, tout le monde et surtout les femmes. Plus que les hommes. Puisque les hommes, ils ont amené les matériaux, alors que les femmes, on vous dit, elles ont brodé, elles ont cousu, elles ont tissé sur les chèvres. Un travail très difficile. Les hommes sont contentés d'amener. Et c'est les équipes d'artistes, Betzalel, Oliav, c'est eux qui ont fait. Mais là, les femmes, elles ont fait aussi, elles n'ont pas amené. Allez, prenez des bijoux, de l'or, et puis débrouillez-vous. Non, elles ont fait elles-mêmes. De là, on voit que c'est ça tout le chidouche des deux parachiotes de la fin. C'est qu'on te dit, il ne faut pas se contenter. Qu'est-ce que Dieu il veut? Qu'est-ce que Dieu il te dit? Il faut le faire. Il faut réaliser, concrètement, la volonté de Dieu sur terre. Et aujourd'hui, tous les cours de Torah que vous pouvez entendre partout, dans tous les systèmes et tous les courants, c'est de régler les problèmes concrètement. Ne pas balayer sous le tapis, comme on le faisait avant. Et on te dit, une clé générale et formidable, tu veux régler quel que soit le problème qu'il y a, c'est concrètement. Quelqu'un qui est malade, qui se soigne concrètement, pas qu'il dise oui, la Torah, les médecines parallèles, les trucs macro, micro, bio, concrètement, soigne-toi pour de bon si tu as quelque part quelque chose. Tu as un problème, quel qu'il soit, dans le concret, tu règles tout. Tout. Donc, pas dire j'étudierai la Torah quand j'aurai le temps, étudie concrètement. Pas dire je prierai samedi, prie aujourd'hui. Donne la tzedaka tout de suite. Aide tout de suite. Fais quelque chose de concret. Et ne fais que du concret. Et c'est pour ça que les femmes, elles étaient les chefs dans ce domaine-là, parce qu'elles ont le sens du concret. Les femmes, elles n'aiment pas le blablabla théorique. Elles aiment le tachles. Quand le Rav Aviner, que Dieu le bénisse, il vous dit en 3 heures, on peut nettoyer la maison pour Pessah, toutes les femmes, elles entendent ça, elles disent, ça se voit que c'est un homme qui parle. Il dit, les femmes fatiguées, les femmes qui ont des enfants, en 3 heures, moi je vous dis, vous pouvez nettoyer toute la maison. C'est un chiour théorique. Mais aucune femme, la plus traditionnaliste, la plus orthodoxe, elle vous dira, soyons gentils,
soyez gentils, mais ne me racontez pas qu'en 3 heures on nettoie une maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes, elles ont un sens du concret, et c'est ce que la Torah t'apprend ici. Elle te dit, ça nous est égal. Quand est-ce qu'on t'a donné l'ordre de faire le Mishkan? Avant, au moment du Sinaï, après le Veau d'Or. Ok, bravo, c'est pas important quand. Mais quand tu veux réaliser la volonté de Dieu d'être comment on appelle ça, roi sur terre, et surtout, quand tu veux réparer toutes les fautes que tu peux imaginer, c'est par le concret. Et les gens il y a des gens qui ont du mal à se rapprocher de la Torah et des mitzvot, parce que justement, ils appréhendent de se dire, mais comment je peux pas, je suis incapable, je suis trop sale, j'ai fait des bêtises, j'ai des traumatismes, mes parents, de la Shoah, de la guerre, on te dit, ok, tout ça c'est de la théorie, tu veux te soigner, tu veux arranger, tu veux construire, avec les mains, action, action, action. Tu as l'impression que c'est pas vraiment sérieux, donner la tzedaka avec tout ce que j'ai fait. J'ai donné 3 shekels dans la boîte. On dit, oui monsieur, 3 shekels dans la boîte, ça répare ton neshama jusqu'au profond. Alors que si tu parles toute la journée, il faut réparer ses fautes, il faut faire tchouva, ok. Amasé ou aïkar, tu veux réparer, agis. C'est pour ça que les femmes, on les fait rentrer dans le jeu, alors qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Parce que dès que Moshe Rabbeinu, il a dit, je vous ai expliqué la théorie, maintenant je vous donne rendez-vous, vous amenez tout ce que vous voulez. Pitom, il n'y a pas que les hommes qui sont venus, toutes les femmes sont venues. Alors que dans Trouma Tetzavé, on ne parle pas de femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes, on les trouve, quand on les trouve, c'est quand il va le rendez-vous dans le monde concret. C'est pas pour rien d'ailleurs que de plus en plus, vous avez à notre époque, vous avez des femmes politiques qui font la politique, des femmes journalistes, des femmes juges, des femmes docteurs, des femmes. Et elles sont pas moins bien que les hommes. Dans beaucoup de cas, elles ont un esprit plus clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la venue du Beth Amikdash à Shlishi, qui est un Beth Amikdash concret, matériel, c'est pas un truc spirituel, c'est un temple concret. Donc Dieu, il veut résider dans le monde de la matériel, de la matière. Donc, tu vois bien que là-dedans, on te dit, les hommes, les femmes et les enfants, tous les êtres humains, ils sont mobilisés pour faire ça. Et c'est ce qu'on apprend dans la parashat Vaïkel Pekoudé. On te dit, ne t'imagine pas qu'il y a une ségrégation, que faire venir Dieu dans ce monde-là, c'est une histoire d'hommes et de rabbanim et de tzadikim et de... Non, c'est que concrètement que ça marche. D'accord? C'est pour ça que la sortie d'Égypte, on vous dit, il y avait 600 000 hommes. Shishim Ribo. 600 000 hommes. Pourquoi on dit 600 000 hommes? Ils étaient plusieurs millions. Avant 20 ans, après 60 ans, on ne les compte plus. Et toutes les femmes, et tous les enfants, et tous les adolescents, et tous les vieux, tu ne comptes pas. Alors on dit non, parce que c'était le chef de famille qu'on compte. On n'a pas dit que les autres ne rentrent pas en ligne de compte. Bien sûr qu'ils rentrent en ligne de compte. Mais on parle d'un chef de famille autour duquel se greffent les gens de moins de 20 ans, les gens d'après 60 ans, les femmes, les jeunes filles, tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui se passait au moment du Korban Pessah, qu'on lit juste après, qu'on va faire juste après.
au moment du Corban Pessah. Le Corban Pessah, c'est un Corban public et en même temps privé. Privé parce que c'est pas le peuple juif, et public parce que c'est pas un individu, c'est une quantité énorme de gens, 50, 60, autour de la taille de l'agneau. Mais quand vous avez le Corban Pessah, donc vous avez le délégué qui va au Beth Amikdash avec l'agneau et qui assiste à la shrita, le dépeçage, et qui ramène ça à la maison. Mais le délégué, il n'est pas tout seul. Il doit montrer au bureau combien de gens sont avec vous, monsieur. Combien vous avez? Alors, il doit mettre la liste. Alors, il dit, il y a ma femme, il y a ma belle-mère, il y a ma grand-mère, il y a mon oncle, j'ai ma voisine, j'ai mon... Il peut y avoir que des femmes avec lui. Il faut que ce soit des gens qui mangent, c'est tout. Si c'est des gens qui n'ont pas de dents, ou des bébés qui ne peuvent pas manger, on leur dit, monsieur, la liste n'est pas juste. Mais on voit bien que le chaliar qui rentre au Beth Amikdash pour assister à tout, il est que le chaliar, il est le délégué. Mais derrière lui, il y a toutes les femmes, tous les enfants, et tout le peuple. La même chose qu'avec notre histoire de Troumat Tetzavé. Troumat Tetzavé, on dit, Kolish, toute personne désireuse de faire des cadeaux qui viennent. Mais concrètement, qui c'est qui est venu? Tout le monde. Les hommes, les femmes et les enfants. Et on n'a pas dit, oh là là, il y a un problème là, qu'est-ce que viennent faire les femmes, pitom? Justement, attendez, quand il s'agit du monde concret, tout le monde est invité à faire la demeure de Dieu dans ce monde-là, et tout le monde est invité à réparer le veau d'or. Ça répare le veau d'or, le Mishkan. Et ça, les femmes l'ont compris tout de suite. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la psychologie de la Torah d'aujourd'hui. Tout le monde vous dit, tous les problèmes que les gens ont ne se traitent et ne se guérissent qu'avec l'action concrète. Ne fais pas des discours interminables, agis. Même si tu agis mal, et tu agis peu, et tu agis en retard, l'homme échané agit. Si tu n'agis pas, tu ne guéris pas. C'est une constance. Vous voyez, d'ailleurs, tous les gens qui traînent leurs problèmes psychologiques, leur vieille casserole de l'enfance et de la... Tant que vous les voyez, arrêtez de parler de leurs trucs, ils guériront pas, ils resteront les mêmes. Donc il faut les abréger, leur dire, bon écoute, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord. C'est gentil, parce que des fois ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Mais toujours arriver au discours final de dire l'action. Mais je suis incapable de faire quelque chose. Alors fais des choses faciles. Balaye la synagogue, fais la vaisselle à la maison, peu importe. Le fait que tu agisses avec les mains, tu soignes tout. C'est ce que je disais d'ailleurs à quelqu'un. C'est moi qui le dis, hein, c'est pas scientifique, mais ça doit sûrement être vrai puisque c'est pas scientifique. Je disais, comme c'est curieux, parce qu'ils font des analyses sur l'Alzheimer, sur les maladies des gens qui oublient immédiat. Et alors ils ont dit effectivement, les gens actifs étaient beaucoup mieux protégés que les gens passifs. Les gens qui regardent la télé toute la journée ou qui font rien. Ceux-là, ils sont plus fragiles. Mais à l'intérieur de ça, moi je dis, c'est moi qui signe, c'est pas les scientifiques vous le diront dans 30 ans, mais je vous le dis depuis maintenant, si vous avez quelqu'un qui agit avec ses mains, il est encore moins fragile que quelqu'un qui agissait avec sa tête ou avec sa bouche. C'est-à-dire un avocat ou un docteur
ou un architecte, il est plus fragile qu'une dame qui fait la couture, ou qu'une dame qui fait la cuisine, ou qu'une dame qui fait de la spongia. Vous auriez dit, mais non, attends, vous dites des bêtises. Un intello, il est quand même, il travaille plus avec sa tête que la couturière. Il dit, non, les mains, ça agit de façon inimaginable sur le cerveau. D'ailleurs, les Japonais, par exemple, qui ont inventé les arts martiaux, ils vous le disent. Si vous avez eu des combats d'arts martiaux, chaque fois, quand ils font quelque chose, ils font ça. Ils tapent avec les mains. Oui, pourquoi faire? Non? Ils crient et ils tapent avec les mains, par terre, ou sur quelque chose. C'est bizarre. C'est-à-dire que le contact de la main, ça joue sur le cerveau. Et donc, une dame qui fait du tricot, ou qui fait de la couture, ou qui fait de la cuisine, ou qui fait de la... Ça paraît... C'est tout ce qu'elle trouve à faire au lieu d'aller être avocate, juge, comme vous dites. Non, là, tu manipules des idées, le computer, nanana. Là, tu travailles avec tes mains. Tu travailles avec tes mains, tu construis, tu fais le Mishkan. Et le Mishkan, c'était pas un truc architectural, c'était pas un texte, c'était un endroit où on a cousu, où on a peint, où on a fait fondre de l'or, de l'argent, etc. Et donc, c'est la meilleure façon de régler, de soigner, d'empêcher tous les problèmes et régler tous les anciens problèmes du veau d'or. Si déjà le veau d'or qui prouve quelque chose de très profond, c'est une maladie très profonde d'arriver à adorer un veau plutôt que le bon Dieu. Ils étaient starbés de la tête, les pauvres. C'est pour ça que Moshe a dit, j'arrive pas à comprendre. Par contre, c'est pas que vous avez pris la philosophie grecque à la place de Dieu. Non. Un veau qui mange de l'herbe, ouais, c'est notre Dieu. Mais ils s'en foutent, mais ils sont pas normaux, ces gens-là. Tout le peuple. Mais c'était quand même impressionnant, hein. Il a parlé, ce veau d'or. C'est ce que je vous dis, c'était impressionnant parce qu'il était fou. Parce que, alors, il peut parler jusqu'à demain matin, c'est un veau. D'accord? Vous auriez dit, attends, mais on va aller faire la shrita, on va le manger. Donc il y avait un côté ridicule dans la chose. Et malgré tout, ils ont plongé là-dedans. Ça veut dire quoi? Que c'était profondément... Ils étaient malades. Alors on dit, une maladie comme ça, c'est dur à soigner. On te dit le Mishkan. Le Mishkan, ça soigne. Oui, monsieur. Le Mishkan, c'est je fais avec mes mains, je répare tout. Et donc c'est très important de rendre la Teshuvah amitit, c'est un Maaseh ou Haïkar. Que l'action, c'est l'essentiel. Plus que tous les discours et plus que tous les évidemment, il faut avoir la Torah pour le faire. Tu ne peux pas t'amuser à faire du Maaseh, manifester dans la rue, stam. Tu dois avoir un plan. C'est pour ça qu'on te dit Trouma Tetzavé, on te donne le plan. Mais après, on te dit, le plan, c'est pas que les artistes et les spécialistes, tout le monde s'y met. Allez, les hommes, les femmes, les enfants. D'accord? C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que Pessah, d'ailleurs, c'est une fête de l'action. D'accord? C'est Sukkot, vous n'avez rien à faire, vous rentrez dans la Soukha, vous avez fait la misva. Ça y est. Vous rentrez dans la Soukha, vous mangez du pain, c'est bon, vous avez fait la misva. Pessah, vous êtes obligé d'agir, homme, femme, enfant, vous êtes obligé. Je fais attention à ça, je fais attention à ça. Le soir du CDR, c'est aussi des actes. Je prends de la matzah, je fais des actions avec les mains. C'est pas des choses spirituelles comme un Rosh Hashanah, je sonne du chauffard, je prie. C'est du concret, C'est pour ça que la psychologie moderne et la Torah moderne aujourd'hui qui s'occupe beaucoup des gens, des cours, tous les cours qu'on entend parlent de ça. Ils vous répondent toujours par cette clé fondamentale que l'action est Et d'ailleurs, vous voyez bien, quand quelqu'un se lève le matin, s'il reste au lit, ou s'il a du mal à bouger, etc., sa journée, elle va être
pourrie, elle va être abîmée. Alors si, dès qu'il se lève, allez, lave des verres, ce que je sais moi, fais quelque chose avec tes mains, ça y est, tu reprends courage. Incroyable. T'as compris? C'est pour ça que le rabbi insistait tellement, les gens disent, bon, ça va, Maaseh ou Haïkar, ils disent, c'est une très jolie formule. Mais non, le rabbi, il ne parle pas pour dire des belles formules. Il te dit la solution de la génération. Maaseh ou Haïkar, l'acte est le Haïkar. Et c'est vrai que le monde moderne, il est énormément fait pour ne pas faire de Maaseh. Surtout avec le téléphone. Hein. Tout est fait pour ne pas faire du Maaseh. Vous allez dans un grand hôtel de luxe, il n'y a plus de robinet. Vous mettez la main comme ça, il y a l'eau qui coule. Mais je veux un robinet, moi je veux tourner là, je veux faire ça. Non, il faut mettre la main, vous mettez la main, ça sèche. Vous mettez la main, ça coule. Vous mettez le pied, ça brosse, là, la chaussure. Ils veulent que les gens soient faits. Voilà, les gens, non, soi-disant, on veut les gens faciliter la vie. Pourquoi les gens, ils me voient monter à pied, des fois, dans les hôtels. Ils me disent, mais, grand arabe, il y a l'ascenseur. D'ailleurs, dire, il est bête, celui-là, il n'a pas... J'ai vu qu'il y a un ascenseur, mais je veux monter à pied. Mais vous êtes fous, il y a un ascenseur. Eh bien, qui t'a dit que c'est bien de monter en ascenseur? Tu as des jambes, il faut les utiliser. Et tout est soi-disant pour aider les gens à moins fatigués, mais c'est faux. Au contraire, les gens, vous voyez bien dans les entreprises, il y a des salles de sport. Alors, au lieu de dire aux gens, va à pied et reviens à pied, non, il va en voiture, ou il va en taxi pour ne pas se fatiguer, et puis après, il va en bas pour faire du vélo. Mais tu n'avais qu'à le faire dans la rue, le vélo. Pourquoi tu as besoin de faire du faux vélo? Du faux vélo, de la fausse piscine, tout est faux. Donc de là, on voit qu'effectivement, la société moderne, elle nous pousse à ne pas faire d'efforts physiques, et c'est très dangereux, justement. Très dangereux. Vous vivez dans le virtuel. C'est pour ça qu'après, vous dites, oui, je vais aider, oui, je vais faire, oui, je vais... Mais alors fais. Bouge. Ben non, parce que tu es habitué à croire que le parler et penser, ça suffit. Alors qu'on te dit non, avec les mains, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça, c'est une grande clé dans notre génération. Il faut le diffuser partout où on peut. Les gens malades psychologiquement ou les gens qui ont des problèmes, quels qu'ils soient, on les soigne avec l'action. Dans les maisons d'handicapés, etc., les gens ils disent non, il ne faut pas déranger, il ne faut pas les... Au contraire, habitue les grands, les vieux, à faire quelque chose avec leurs mains. Moi je vous dis, je connais des vieilles dames qui sont mortes très vieilles, avec toute leur tête. Je me dis, attends, mais c'est bizarre, c'est pas des femmes qui savaient lire spécialement, elles ne restaient pas devant la télé. Comment ça se fait? Au contraire, comme elles n'étaient pas devant la télé, elles étaient à faire des confitures ou à faire des broderies ou des tricots. Les mains, elles ont sauvé leur cerveau. On ne se rend pas compte. Même vous qui faites de l'art, le fait de faire dans la main quelque chose, automatiquement, ça guérit le cerveau, ça soigne le cerveau. Plutôt que de regarder les photos, etc. Fais. Un pianiste joue, un tennisman joue. L'heure de l'étude, c'est l'heure de l'étude, l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière, et l'heure de l'action. Mais il faut toujours que l'action que correspond. On te dit étudie concrètement. Pas je vais étudier. Il faut parler, parle. Il faut agir. Dans les trois domaines, c'est comme ça qu'on... Donc le gouffre le corps étant toujours occupé,
Il ne peut pas y avoir de... Il est un Mishkan, il devient un sanctuaire pour Dieu. Et c'est pour ça que les femmes, elles étaient au maximum de ça. C'était leur spécialité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tout a été dit, comme on dit. Oui. Voilà. Je vous remercie de votre attention.